outro fator é entender que antes Toda experiência é esta terra. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Maria José Maillet, mais on va y revenir. J'hésite un petit peu parce que dans ce périple de militance qui est le vôtre, depuis la dictature de 1964 jusqu'à très peu de temps, c'est toute l'histoire du Brésil contemporain, donc des militaires jusqu'à Lula et aujourd'hui Bolsonaro, sur lequel je voudrais revenir à travers ce qui vous est arrivé. Et pour commencer d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai hésité à vous appeler? Parce qu'il semblerait que vous ayez eu 3 identités. 3 Maria, comme l'explique Emiliano José, qui a écrit un livre à votre sujet, La dernière clandestine à Paris, qui est un titre assez intriguant, assez mystérieux. Et est-ce que vous pourriez très brièvement nous expliquer pourquoi vous avez eu 3 identités pendant plus de 40 ans? Oui, bonjour et merci de m'avoir invité pour parler de cette histoire qui évoque l'histoire du Brésil en fait. Enfin, de la triste période brésilienne. Oui, j'ai eu 3 identités, et on peut même dire 4, parce que je suis à ma 4e. La 4e, c'est la fusion des 3 autres, étant donné que Maria José, c'est le 2e prénom de ma 2e identité. Quand j'étais appelée Maria José Novaes, la fille de José Novaes, qui était un grand leader et l'un des fondateurs du PT d'ailleurs, et de la CUT au Brésil, le syndicat CUT, et qui m'a appelée Maria José pour justifier d'être sa fille. José, c'était son prénom, et Maria, c'était l'un des prénoms de sa femme qui n'était pas au courant qu'elle était ma mère. Et la première Maria, comment elle s'appelait? Alors, la première Maria s'appelait Maria Neide Araújo Moraes. De 0 à 1972, milieu de 1972. D'accord. Oui, au début, j'oubliais. Donc, la 3e, Maria José, j'ai dû garder Maria José au cas où je fasse des rencontres avec des personnes qui m'auraient vu, connu, croisé avec ces prénoms. Et donc, je deviens Maria José Malheiros, ça en septembre de 73. Maria José, il fallait maintenir, et Malheiros, c'était le 2e nom de mon père. Il n'y a personne de mes sœurs, mon frère, qui s'appelle Malheiros. Ils s'appellent tous Araújo Moraes. Et à chaque fois, un changement de date de naissance, ce qui me posait beaucoup de problèmes, parce qu'à chaque fois, j'oubliais ma date de naissance du moment. Et la 4e et définitive, j'espère, j'ai demandé à la justice, au gouvernement au Brésil, quand j'étais amnistiée, de garder mon nom et prénom, parce que j'avais constitué toute une vie avec ces noms et prénoms, et d'échanger, de revenir uniquement sur ma date de naissance réelle. Donc, je suis revenue à mon vrai âge, parce que aussi ça me posait un problème. Et qu'est-ce que ça doit poser des problèmes d'équilibre personnel de changer de date de naissance, de changer de nom?
Est-ce que l'engagement politique permettait de compenser cette instabilité d'identité? Oui, je peux dire que oui, parce que en fait, j'ai commencé ma militance très tôt. Et j'ai commencé à prendre des risques, qui étaient des risques quand même importants, parce que j'ai risqué d'être arrêté et assassiné très tôt. Donc, un changement de nom, quand on les fait, c'est une nécessité aussi bien pour continuer son travail de militante, son travail politique, comme et surtout de survie. Garder son vrai nom, c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre. Et ça, je pense que beaucoup de militantes ont fait, sans parler que dans la vie militante, clandestine et tout, on a toujours un faux nom. En France. Et comment est-ce qu'on arrive à garder un équilibre dans cette instabilité identitaire? Alors, en fait, quand on est dans les feux de la chose, des faits, du mouvement, on doit construire un personnage conforme à cette identité. Et ce personnage a une vie en fait très courte et avec une histoire très simple. Donc il faut que j'oublie le passé, que je ne parle pas du passé et que je vive ces moments avec ces personnages. Évidemment qu'il y avait des moments de déséquilibre ou de rupture, par exemple quand j'ai rencontré ma famille ou quand j'ai rencontré des amis qui m'ont connu sous d'autres noms ou que je ne pouvais pas parler de ce que je faisais dans les moments de la rencontre. Il fallait être vigilant. Et cette vigilance, c'est la vigilance qu'apprend tout militant pour garder sa sécurité. C'est une question de sécurité. Donc on ne parle pas de soi aux autres, on ne parle pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire. On vit le moment présent et on essaye d'éviter les questions. Alors, vous avez milité pendant la période de la dictature dans des mouvements radicaux. L'Alliance progressiste marxiste-léniniste, le PCdoB, Action populaire pardon, oui. et marxiste et léniniste, le PCdoB. Il y a eu quand même à un moment donné un certain recul qui est dû au retour du personnel, de l'émotionnel. Quand l'organisation qui gérait votre vie militante, mais aussi votre vie personnelle, oui. vous a dit il faut choisir entre votre compagnon, les sentiments, et la discipline de l'organisation. Oui. En fait, le moment où on commence à militer, bon, j'étais très jeune, j'avais 16 ans. Mais vu les moments de la dictature au Brésil, il y avait beaucoup de jeunes de mon âge qui étaient militants et qui prenaient des risques et qui sont morts, aussi qui ont été assassinés, qui ont été torturés de manière absolument barbare. Donc, on commence et au fur et à mesure qu'on avance dans cette militance et qu'on comprend plus des choses aussi et qu'on adhère à une forme de pensée, de voir le monde et qu'on est d'accord et qu'on dit oui, je suis prête à prendre ces risques. Parfois, on me demande, est-ce que c'est du courage? Tu as été très courageuse. Et j'ai réfléchi, et j'ai dit, je ne sais pas si c'est un courage conscient. Parfois, on est dans la limite entre l'inconscience du danger
parce qu'on n'arrive pas à réfléchir. On a commencé et le rêve de changer le monde, de faire une autre chose. Et ces rêves, il peut être plus fort que la conscience du danger qu'on encourt. Et petit à petit, on apprend aussi à vivre les jours. Je peux rêver d'un futur, d'une révolution, d'un monde nouveau, mais je ne sais pas dans combien de temps ça va se passer. Mon désir, c'est que ça soit immédiat. Je suis là, je suis prête à donner de ma vie, mais en même temps sans savoir que je suis en train de donner de ma vie réelle, que je peux perdre ma vie. Pour ça. Je ne sais pas si j'ai répondu ou si j'ai échappé. Oui, je crois qu'on a parlé un petit peu avant cet enregistrement et vous m'avez dit que vous aviez beaucoup apprécié le livre de Leonardo Padula sur la mort sur l'assassin, la biographie de l'assassin de Trotsky. Oui. Kader, qui était quelqu'un d'extrêmement discipliné, oui. Et que vous aviez ce comportement de discipline absolue envers l'organisation. L'une et l'autre, successivement, mais que malgré tout, à un moment donné, j'ai fait la rupture. A dit, il faut soit choisir. tu t'en vas, soit tu restes avec ton ami et on va procéder à des mesures dures, et éventuellement te tuer, parce que si tu es arrêté, tu vas parler, soit c'est la voie que vous avez choisie, vous êtes arrivé à une situation paradoxale d'être clandestine vis-à-vis des autorités militaires et clandestine vis-à-vis de votre organisation politique. Tout à fait. Doublement clandestine. Oui, en effet, c'est ça. Pour moi, quand le parti m'a posé devant ses choix, j'étais dans un croisement et donc ton compagnon est devenu un contre-révolutionnaire, presque, c'était ça, bien que c'est pas du tout la vérité. Il était sorti de l'organisation. Il était sorti de l'organisation parce qu'il pensait que ce n'était pas de cette manière-là qu'on allait vaincre la dictature, ni arriver à une nouvelle société. Et donc, on me dit, soit tu restes avec nous et tu te sépares de lui, soit tu vas avec lui, mais tu ne peux pas rester au Brésil. Si tu restes au Brésil avec lui, tu vas être sûrement arrêté. Et si tu es arrêté, tu vas parler. Et tu vas dire ce qu'on fait, parce que quand on est sous la torture, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et moi, j'étais d'accord. Moi, je ne voulais pas quitter le parti. Je voulais continuer et je voulais être avec lui, qui pour moi était l'homme de ma vie. Était la personne que j'aimais. Et je voulais les deux. Et donc, pour avoir les deux, c'était accepter de m'exiler, de partir au Chili. Chose qui ne s'est pas faite. Et il faut préciser que ça se passait pendant l'été européen, donc le mois d'août 1973, et que le coup d'État au Chili a eu lieu le 11 septembre. Le coup d'État au Chili était imminent, et c'est bien pour ça que nous ne sommes pas allés. Moi, je n'avais pas conscience, c'est mon compagnon à l'époque, le père de mon fils aîné, qui n'était pas d'accord avec cette solution. Il trouvait que c'était de la folie, qu'on serait arrêté et que je serais morte avant d'arriver au Chili. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'il avait raison. Sur le moment, je ne pouvais pas admettre de ne pas faire ce que le parti me disait qu'il fallait faire. J'étais une militante qui suivait le parti à tout. J'ai accepté toutes les missions qui m'ont été proposées et que d'autres n'avaient pas acceptées. Étant donné le danger, moi je les ai acceptées.
Je les ai acceptés comme en me disant, mais il faut les faire. Et s'il n'y a personne qui accepte, il faut que quelqu'un le fasse. Et donc, je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et c'est pour cette raison que je pouvais, après, être assassiné. À partir de là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Donc, avec toute cette expérience de militante disciplinée d'un parti verticaliste, marxiste-léniniste, aujourd'hui, vous êtes au PT, qui repose sur un corps idéologique tout à fait différent, qui a d'autres conceptions de la violence politique et de la non-violence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment expliquer est-ce que c'est ce problème personnel qui a éveillé une conscience critique, ou est-ce que c'est l'émotionnel qui a pris le dessus, ou est-ce que c'est la situation du Brésil qui a changé? Le PT n'existait pas au moment des débuts de la dictature. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est militant, discipliné d'un mouvement radical, vertical, assez peu ouvert au débat contradictoire, comment peut-on devenir militant du PT ? Oui, en effet, j'ai eu pendant de longues années une grande résistance à aller dans le PT ou à aller dans un parti, dû à mon expérience aussi bien à Action Populaire qu'au Parti communiste du Brésil, qui étaient tous les deux pour la guérilla. Le PC du Brésil a évolué, lui aussi. Le PC du Brésil a aussi évolué, comme Action Populaire aussi. Et entre-temps, le PT a été formé, mais moi j'avais beaucoup de doutes sur un parti qui sortait du milieu syndical. Tout simplement parce que je voyais parti et syndicat comme étant deux choses différentes et qu'il ne fallait pas mélanger et que je ne faisais pas trop confiance. En même temps, ce que vous dites, qui est tout à fait juste, c'est j'étais sorti d'un parti extrêmement, on va dire, qui promenait et pratiquait une discipline presque militaire. On était bien obligé, il faut dire, on était dans une espèce de guerre. Et je me disais, je ne vais pas vivre ça. Je ne vais pas dire oui de la manière dont je l'ai fait pendant des années, parce que j'ai des doutes. Et je ne vais pas me mentir, me trahir. Et c'est à ce moment-là, je refuse d'entrer au PT et que je vois mes amis qui vont tous vers le PT. Et je disais, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille, je ne peux plus supporter. Mitterrand avait gagné les élections en France. Et j'aspirais ça. Je vais vivre dans un pays où je n'ai pas à faire ces choix radicaux. Il faut, si je n'entre pas dans ces partis, ou si je ne suis pas dans un parti, je suis exclu. Je veux vivre, pour moi c'était le rêve de liberté. Et donc, bon, c'est la fuite. J'ai échappé en fouillant, en me disant je vais fuir vers la liberté. Mais ça, c'était un rêve. À ce moment-là, je croyais ça. Évidemment qu'en arrivant en France, et les temps qui passent, heureusement qu'on change les idées. Et donc, plus tard, aussi bien il y a eu des changements au Brésil que chez moi-même. Et alors, je suis entrée au PT. Mais le PT, c'est un parti où coexistent, je ne sais pas, des dizaines de groupes, des positions, des tendances. Et ce n'est pas un parti marxiste, léniniste surtout, avec centralisme démocratique, et etc. Et on ne vit pas
le même contexte. Voilà. politique. Cela dit, la situation a changé au Brésil. Il y a beaucoup de militaires au gouvernement brésilien. à commencer Beaucoup par plus qu'à l'époque des gouvernements militaires. Voilà. La démocratie brésilienne, on ne peut pas dire qu'elle soit en bonne santé en ce moment. Elle traverse un moment compliqué. Cela dit, il y a toujours des élections. Oui, Alors, quand on a vécu une expérience comme la vôtre, celle de la dictature, alors là, sans déguisement, oui, avec la torture, avec la suppression de toute vie démocratique, de tout débat. Ensuite, une période d'ouverture. Aujourd'hui, une régression, mais qui ne va pas jusqu'à la régression totale des années de la dictature militaire. Alors, quel regard, en étant passé donc, de AP, le PCdoB au PT, compte tenu de l'évolution du Brésil, quel regard vous portez sur la situation actuelle? Est-ce que vous pensez que quand on est un démocrate brésilien de gauche, où est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le jugement que l'on peut porter sur la façon dont se comportent les stratégies éventuelles qui ont marché ou n'ont pas marché de la part du PT et de ses alliés? C'est vraiment très difficile de répondre à ça. C'est difficile parce que d'un côté, moi quand je parle avec mes amis, mes camarades des luttes de la période de la dictature, nous sommes presque tous un peu abasourdis devant ce qui se passe. On s'est dit, mais on a passé plus de 20 ans, on a donné notre jeunesse pour lutter, pour finir avec tout ça, pour en arriver là. C'est-à-dire, c'est pire, à mon avis, et pour certains de mes amis, que l'époque de la dictature. À l'époque de la dictature. Pourquoi c'est pire? C'est qu'à l'époque de la dictature, on avait l'espoir de pouvoir lutter, on avait l'impression qu'on avait des forces et des moyens pour vaincre cette dictature. Tandis qu'avec cette démocratie qui n'en est pas une au Brésil, on se voit démunis. C'est comme si on n'avait plus des armes pour lutter. À l'époque de la dictature, on pouvait penser que la lutte clandestine était valable et que plusieurs manières de lutter étaient valables. Et aujourd'hui, on peut dire tout, pratiquement, tout ce qu'on veut, clairement, à la télé, sur Internet, dans la rue. On ne va pas être arrêté, torturé, comme à l'époque de la dictature. Je ne veux pas dire par là qu'il n'existe pas d'assassinat politique et de la torture du peuple, surtout brésilien aujourd'hui. Il existe et beaucoup. Si on compte le nombre de personnes, des activistes, des mouvements sociaux qui ont été assassinés, c'est énorme. C'est beaucoup plus qu'à l'époque de la dictature. Si on compte le nombre de personnes qui sont torturées mais tous les jours dans les prisons, il suffit d'être pauvre et noir. On est déjà coupable pour être torturé ou tué, ou les deux, au Brésil. Et donc, on s'est dit, mais comment on va changer ça si aujourd'hui on ne compte qu'avec l'arme des élections? Est-ce qu'avec les élections on arrive à changer? L'expérience montre, à mon avis, que non. Bolsonaro... Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut revenir à la lutte armée? On n'est plus dans ce monde où la lutte armée paraît valable. C'est comme si on n'avait plus rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bolsonaro a été élu. Oui. Il a été élu avec un petit pourcentage des inscrits, de la même manière que Macron en France. Macron a été élu
avec très peu de votes si on compte les nombres d'inscrits. Orban, Erdogan, enfin, si on compte... Mais il a été élu, même s'il il a été élu. L'élection s'est déroulée de façon correcte. Oui. Mais c'est vrai que ça représente une part minoritaire du corps électoral, mais il a quand même une base populaire. C'est ça qui est assez paradoxal. Bolsonaro, il a une base populaire qui est une base sûre de 25% aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il a un électorat qui n'est pas forcément un électorat d'élite. Il y a un électorat de populaire. Gens qui, voilà. Populaire. Oui, je suis d'accord. Il faut se rappeler qu'au Brésil, les églises radicales, pentecostales de droite ont un poids important. Et ils sont représentés aux assemblées d'une manière majoritaire. Ils sont des conservateurs. Parmi une partie d'entre eux sont des mafieux, des assassins, des trafiquants, de tout ce qu'il y a de plus mauvais, mais qui ont pu arriver là à travers l'Église, qui ont utilisé l'Église, la religion, pour faire de la politique. Donc, on sait que cette base-là, Bolsonaro compte sur elle. Je discute beaucoup avec mes amis de ça en rappelant. Ces églises-là sont arrivées au Brésil dans les années 50 et dans les années 60, ils ont commencé à gagner beaucoup de terrain et ils ont fait le travail que nous, de gauche, on faisait avant. Le travail de terrain. Nous, à gauche, dans les organisations politiques, on allait habiter dans les quartiers populaires, on allait habiter à la campagne, on allait dans les syndicats pour faire ce travail de fourmi qu'on ne fait plus. Donc la réponse à la question posée, c'est les élections, ça ne suffit pas. La lutte armée, ça, c'est pas la situation d'aujourd'hui. En fait, le déficit vient d'un déficit de travail avec un mot que vous aimez bien, la base. Oui, c'est ça. Il y a un terrain qui est laissé vierge et qu'occupent des églises de droite. Qui occupent les églises de droite. Donc ce travail de terrain qui a été occupé, mais petit à petit, comme ça, au cours des années, fait que Bolsonaro puisse aujourd'hui compter sur ces gens. Et faire ce travail pour changer tout ça, pour montrer, expliquer tout aux gens, ça va prendre encore beaucoup d'années, autant d'années qui a été pris pour construire. Donc, on ne fait plus les révolutions comme la révolution française, russe, chinoise, cubaine. C'est terminé. Donc, est-ce que, à ce moment-là, la question qui vient à l'esprit, est-ce que dans les partis de la gauche démocratique au Brésil, on a conscience de cette réalité, de cette situation, et est-ce qu'on commence à y apporter des réponses? Je pense qu'il y a dans certains partis cette conscience. Et même dans les hauts, dans la direction des partis. Sauf que les élections ont un poids trop fort. On veut, c'est les moyens les plus rapides d'arriver au pouvoir. Sauf que pour arriver au pouvoir, il faut faire beaucoup d'alliances. Et qu'est-ce qui se passe? On voit partout. La gauche va de plus en plus ouvrir vers la droite, au point où on a du mal à distinguer les programmes de gauche et de droite. Je vois en France, parfois je vois certains politiciens d'extrême droite qui parlent, qui disent des choses qui sont sensées et qui ont dit, mais c'est pas différent d'un programme de gauche. Ce qu'il est en train de dire là, sur
certains sujets, je veux dire. Mais nous, des gauches, du fait qu'on s'est éloigné de cette base pour donner beaucoup de poids au travail institutionnel électoral, et donc ce travail qu'on a fait pendant des années pour Le risque, ça serait d'arriver au contre la pouvoir dictature, sans occuper le pouvoir. oui, C'est le risque. C'est quelque chose qui pourrait arriver à la prochaine élection présidentielle au Brésil. qui peut arriver et on va se dire, est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce que pour arriver au pouvoir, il faut ouvrir complètement vers le centre? On dit, non, il faut faire des alliances le plus possible, mais il y a un point de rupture. Il faut trouver où est-ce qu'il est ce point de rupture, jusqu'où on peut aller. Donc, Tout dépend du rapport de force. tout dépend du rapport de force. Le PT a gagné en 2003 parce qu'il avait fait un travail de base, donc il pouvait mobiliser des centaines de milliers, des millions de Oui. personnes. Est-ce que Le c'est le cas PT aujourd'hui? Voilà, J'en doute. le PT a passé 20 ans Ouais, à faire ce travail de base. voilà. Avant lui, il y avait les syndicats pendant les années 70. D'ailleurs, quand Lula a commencé, moi-même, quand j'étais désignée par mon parti pour aller faire non plus le travail dans les quartiers ouvriers, mais le travail auprès des travailleurs des banques, c'est que le mouvement des salariés des banques était un mouvement très important au Brésil. On a eu certains présidents des syndicats des banques qui sont devenus des grands leaders politiques au PT. Par exemple, dans le sud du Brésil, avec Olívio Dutra, c'est lui qui a fait le premier forum social, oui, de Porto Alegre. Donc, il était un membre de mon organisation et aussi un syndicaliste très important dans les milieux des banques. Ça, on n'a plus. Les syndicats au Brésil sont aussi faibles, sinon plus faibles que les syndicats en France. Et ces problèmes du mouvement syndical, on les ressent aussi dans le mouvement des partis. Donc c'est un problème mondial à mon avis. On pourrait parler pendant des heures, donc on va terminer sur une question qui est à la fois une question d'actualité et une question personnelle. Ce qui m'a frappé, ce sera la dernière question, en prenant connaissance de votre curriculum, de toute votre histoire, c'est qu'au départ, il y a eu la lecture, et pas nécessairement la lecture de livres de théorie politique, mais aussi la lecture de la grande littérature française d'ailleurs, comme portugaise, brésilienne, etc. Et c'est quand même quelque chose, je crois, qui a été très important dans votre prise de conscience, très jeune, en manifestation à 13 ans, parce que vous aviez accumulé des lectures qui vous ont permis d'avoir une vision critique de ce qui était en train de se passer. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que avec le développement des technologies nouvelles de communication, des tweets, des choses qui sont de la pensée synthétique, brève, polarisante et qui ne favorisent pas l'esprit critique, on est aussi face à un problème nouveau. Est-ce qu'il y a aujourd'hui au Brésil des jeunes qui, comme vous, lisent beaucoup Oui, il y a quelque chose de phénoménal parce qu'on croyait, bon, Internet va détruire tout. Internet, bon, il a son rôle positif, important, de laisser à tout le monde l'accès à des informations, j'ai dit des informations, mais il peut aussi désinformer, justement. Tandis que faire le choix de lire un livre, ça te demande plus de volonté.
Et on voit ça dans une population très pauvre au Brésil, dans certaines villes, des jeunes qui deviennent des leaders politiques importants. Bon, je ne parle même pas besoin de parler du mouvement des sans-terre, qui est, disons, les mouvements les plus importants au Brésil, et là on n'a pas de doute qu'ils sont des gens pauvres, avec des personnes magnifiques, des personnes qui lisent et qui arrivent à élaborer une pensée et à la diffuser. On a dans les mouvements des favelas, à Rio, à São Paulo, à Recife, à Bahia, des jeunes. Je vais vous parler d'entre eux parce qu'il y a des milliers, hein, c'est pas peu de monde, évidemment que pas assez pour les plus de 200 millions d'habitants au Brésil, mais il y a un jeune particulièrement qui m'épate toujours, il s'appelle Jonas Manuel. C'est un jeune noir qui vient des quartiers très pauvres de Recife. C'est un jeune qui a commencé à s'intéresser à la politique et à la théorie, et qui est capable de faire un cours sur Marx, sur Gramsci, sur les grands penseurs, qui aident ça aux jeunes. Il parle aux jeunes avec le langage des jeunes et il montre que tout n'est pas perdu, qu'il y a un espoir. Et ça, on va trouver dans les favelas du Brésil. Je trouve, bon, il y a un espoir. Il faut qu'on aille vers ces gens. Bon, c'est très bien. On va terminer sur cette note d'espoir. Et malgré tout, un livre, quel a été, quand vous aviez 11, 12, 13, 14 ans, le livre qui vous a le plus impacté? C'était les livres de Sartre. J'avais commencé à lire les livres de Sartre comme Jorge Amado. À quel âge? J'avais 11 ans. D'accord. Et j'étais passionnée. Et je crois que c'est Sartre qui m'a ouvert le chemin de la liberté. Justement, j'étais une passionnée par cette trilogie de Sartre et j'ai lu tout ce que j'ai pu, que j'étais de mon pouvoir de lire à cette époque. Je trouve Sartre merveilleux en termes, je parle d'écrivain, et qui m'a aidé à prendre une conscience politique. Plus tard, Simone de Beauvoir. Bon. Mais d'abord Sartre. On va fermer le livre provisoirement. Okay. On prendra un rendez-vous pour, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, pour un autre moment. Merci Maria José. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.